L'intitulé qu'on a choisi, c'est les difficultés de transition constitutionnelle en Égypte, les raisons de ces difficultés et les défis. Il est bien entendu que depuis les événements du 25 janvier 2011, la période de transition a commencé. C'est-à-dire ce qu'on a appelé la révolution des jeunes égyptiens contre le système du président Moubarak. Système, au bout de 18 jours, qui a décidé de transmettre le pouvoir, non pas au président de la Cour constitutionnelle, comme cela était prévu par la Constitution de l'époque, ça c'est un point important, en tout cas intéresse les juristes. Normalement, il devait transmettre le pouvoir ou bien au président de l'Assemblée nationale, étant donné que celui-là, il avait beaucoup de problèmes au sujet de l'Assemblée à ce moment-là, concernant la fraude électorale massive. Cette Assemblée était menacée de dissolution, donc il ne l'a pas fait, il a bien fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis le pouvoir à un conseil militaire, au lieu, parce que la Constitution quand même de 71 à l'époque, il avait prévu de transmettre le pouvoir au président de la Cour constitutionnelle. Il l'a pas fait. C'est ça qui vous explique éventuellement la présence d'un conseil militaire qui a géré la première période de transition en Égypte, c'est-à-dire la période qui commence à partir du 18 février jusqu'au 30 juin 2013. 18 février 2011, ça commence effectivement l'espoir réel après la chute du régime de Moubarak. L'espoir, pourquoi? On peut dire qu'il était un double espoir. D'une part, déconstruire les anciennes institutions qui étaient fondées pratiquement toutes sur un système de fraude vraiment organisé. Cette fraude n'est pas une question de rumeur, c'est une question des arrêts de la Cour de cassation, arrêts du Conseil d'État, qui indiquent cela avec des critères juridiques, tout simplement. Et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire, avait toujours refusé d'exécuter les arrêts du juge, les arrêts du Conseil d'État en particulier. C'était un ras-le-bol généralisé. Même quand on gagne un procès, on ne voit pas forcément son droit, l'effectivité du droit. C'était ça le problème. Même le droit n'avait pas de sens. Et c'était la raison pour laquelle on a décidé effectivement de dissoudre à la fois toutes les institutions, les deux chambres du Parlement, mais aussi demander la démission du gouvernement en place, et évidemment demander au président de la République de quitter le pouvoir immédiatement. On se trouvait devant, pour la première fois de l'histoire moderne, devant une situation où on n'avait aucun pouvoir, sinon le pouvoir du Conseil militaire. Pouvoir de fait, qu'on qualifie en droit constitutionnel de pouvoir de fait. Et le pouvoir de fait qui va créer justement les procédures et les actes constitutionnels qui vont instaurer les nouvelles institutions. Comment les choses se sont déroulées à l'époque? À travers ce qu'on appelle en droit constitutionnel les actes constitutionnels ou les déclarations constitutionnelles, ce sont des décisions qui mettent en place les modalités de la création de nouvelles institutions. Ces actes constitutionnels ont été pris effectivement par le Conseil militaire, mais il y avait des vices juridiques dans ce qui était pris. Par exemple, sur le système électoral, il y avait deux modes de scrutin, mode de liste et mode de scrutin individuel. Les candidats des partis sont en général candidats de liste, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques,
on peut se porter candidat sur 2/3 des sièges, si on est candidat de liste. On a réservé 1/3 pour le candidat autonome, indépendant, pour le scrutin individuel. Ensuite, les forces politiques du pays à l'époque, c'est-à-dire les partis politiques à l'époque, en particulier les partis salafistes et les frères musulmans, ont demandé au Conseil militaire de modifier cette déclaration constitutionnelle par une autre déclaration constitutionnelle qui a été annoncée 6 mois plus tard, pour permettre de concurrencer les candidats de liste, concurrence les candidats individuels sur leur siège. Comme ça, ils auraient pratiquement 95% de l'Assemblée. 75, c'est pas suffisant, naturellement, il faut tout avoir. Il y a eu un recours devant la Cour constitutionnelle, qui fonctionnait quand même. En fait, il n'y avait que ça qui fonctionnait, la magistrature, les juges. La Cour constitutionnelle a invalidé la loi. Conséquence juridique immédiate, dissolution de l'Assemblée. Première assemblée de la Révolution. Le Parlement, qui était d'une majorité islamiste, n'a pas voulu exécuter la décision de la Cour constitutionnelle. On y est, on reste. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'ancien Parlement, où le président de l'Assemblée disait lui aussi, l'Assemblée est maîtresse de sa décision. Le juge dit ce qu'il veut et nous faisons ce que nous voulons. C'était la même chose. Même système. En tout cas, même réaction. Pour un juriste, quelle que soit son appartenance politique, moi personnellement, je ne regarde pas ça de bon oeil. Alors, le lendemain de la désignation du président de la République de l'époque, Mohamed Morsi, il a pris une décision de convoquer l'Assemblée parlementaire, puisqu'il a le droit de convoquer l'Assemblée parlementaire en temps normal, lui il l'a convoqué après la décision définitive de la Cour constitutionnelle. Et tout le monde était content, tous les députés étaient contents, puisque normalement ils ne devaient pas être là, donc tout le monde est revenu encore au siège de l'Assemblée. Et ils ont tout fait pour qu'il reste. Recours, encore une fois, pour demander l'exécution de la décision de la Cour constitutionnelle. Il a été cette fois exécuté. Et l'Assemblée était dissoute définitivement, quelques mois plus tard. Absolument pas. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse ni de près ni de loin. Ce n'est pas son truc. Il y avait beaucoup d'autres problèmes après. Nous avons constaté à travers un an de pouvoir d'un président qu'on dit élu, qu'il cherche à dominer ou nettoyer, entre guillemets, tout le rouage du pouvoir, tout le rouage de l'État. Nettoyer, ça veut dire quoi? Il faut éliminer tous les anciens et les remplacer par de nouveaux. Je peux comprendre qu'on peut envoyer, c'est-à-dire qu'on peut nettoyer, c'est-à-dire qu'on peut renvoyer tous les anciens. Ça, je peux le comprendre. Moi aussi, je voulais vraiment un changement. Mais le remplacer par les miens, par mes camarades, par les gens de la confrérie, le remplacer par ma famille, et uniquement ma famille, et dire, et regarder le monde entier comme si c'était tous des gens traîtres, des gens qui n'ont aucun sentiment national, ou comme des gens de floules de l'ancien régime, ça c'était faux. C'était faux. Parce qu'on a créé ainsi une hostilité, une sorte de guerre inutile avec toutes les catégories de la population, sans exception, même les gens qui ont voté pour lui. Même les gens qui ont voté pour lui. Pourquoi ont-ils voté pour lui? Il y en a par adhésion, sans doute.
Mais il y en a parce que le choix définitif, enfin, c'était entre un candidat de l'ancien régime et un candidat des frères musulmans, la confrérie des frères musulmans. C'était ça le choix qui était devant le peuple égyptien au second tour. Donc les gens ont dit, ah ben non, on ne veut plus l'ancien régime. Donc on a espéré, on a vraiment espéré beaucoup de candidats des frères musulmans. Ce n'est pas un jugement moral autant que c'est un jugement juridique. Il y avait 3 demandes de la Révolution depuis le 25 janvier. La liberté, la dignité, le pain, tout simplement. C'est-à-dire la justice sociale. On n'a même pas pu voir un changement pour le mieux. On avait juste un seul souci, c'est ça que nous avons tous constaté, il faut placer les liens partout. Il faut placer les liens partout. Il faut imposer carrément une certaine vision du monde à un pays. Et c'est cela qui a engendré, à mon sens, selon ma compréhension des choses, cet état de révolte massive le 30 juin. La question donc, ce n'est pas une question d'arrestation politique, la question c'est une question de droit, encore une fois. Ça sera un nouveau début pour le pays et toujours Morsi à la tête du pays. C'est ça qu'on a voulu. Quand on a regardé, il faut quand même qu'on regarde les choses un petit peu en profondeur. Quelle est l'histoire de la création de cette constitution de cette manière? Comment ça se fait? Parce qu'il a procédé de la même manière. Il y a eu 2 assemblées constituantes. Pourquoi 2? Première assemblée constituante était élue 3 jours après le dissoute. Comment? Elle était dissoute par un jugement du Conseil d'État. Le Conseil d'État a décidé la dissolution de la première assemblée constituante. Pourquoi? Parce que la formation de l'assemblée, la loi qu'il a créée, sur laquelle tout le monde était d'accord, parce qu'eux-mêmes ils ont rédigé cette loi, ils disaient quoi? Ils disaient que le membre du Parlement élise le membre de l'Assemblée constituante. Le rôle du parlementaire, là, c'est le rôle d'électeur. La pratique de tout le droit et liberté, paragraphe 2 de l'article 80, que le droit et la liberté s'exerce dans le cadre de limites indiquées sous le titre premier. Sous le titre, il y a 80. C'est-à-dire, à la limite, on vide les libertés de leur substance, on dénature le contenu essentiel de ces libertés, il ne reste plus rien. Et c'est ça le problème. C'était ça, en fait, le problème. C'était les attentes de liberté par rapport à ce qu'on a reçu après comme offre politique. Premier défi, c'est l'absence d'une culture politique réelle dans le pays qui permet une élection nouvelle dans des situations sereines dans le pays. Deuxième défi, je dirais, l'état de violence actuel dans le pays, puisque ça a été décidé ainsi que le peuple égyptien va payer le prix de ce renversement contre le régime. Donc le pro-Morsi cherche à utiliser la violence contre le peuple égyptien, et là les exemples sont nombreux dans les médias, etc., etc. Les gens qui sont morts, etc., etc. De l'autre côté, n'oublions pas, cette violence engendre de la part des services de l'ordre une autre violence. Donc nous sommes dans un cercle vicieux de violence et réaction violente à la violence.
Et ainsi de suite. Ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, les interventions occidentales. Madame Ashton, il va finir par louer un petit appartement chez nous, je suis persuadé. Tous les 15 jours, il passe une semaine chez nous. Première fois qu'il est venu pour une mission importante, très importante. Est-ce que M. Morsi mange bien ou pas? Il a ouvert le frigo, il a trouvé qu'il mangeait bien, il était content. Il n'y a rien de plus humiliant. Et je lui dis, franchement, pour n'importe quel égyptien, selon sa culture, que je rentre chez vous, j'ouvre le frigo, qu'est-ce que vous mangez? Ça a été très mal vu. Très très mal vu, cette histoire. On savait que Ashton, quand il est venu, n'est pas venu comme ça envoyé du ciel. Il ne s'est jamais intéressé de ce qui s'est passé en Égypte pendant un an. Toutes les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant un an, pendant 2 ans, il ne s'est jamais intéressé. Le Conseil des droits de l'homme de Genève ne s'est jamais intéressé de voir toutes les situations qui sont scandaleuses dans le pays. Et tout d'un coup, tout le monde s'intéresse. Au fond, les défis, c'est l'intervention occidentale dans ce qui se passe. Les défis, c'est la non-présence ou l'absence de forces politiques fortes dans les pays afin de remplacer le régime actuel. Ça, il faut le dire, ça. Il y a effectivement absence de forces politiques capables de prendre le relais et assurer une continuité et qui peut satisfaire effectivement les attentes du peuple, les attentes des jeunes révolutionnaires. Ça, c'est vrai. Parmi les défis aussi, ce que je disais tout à l'heure, la violence qui est actuelle, l'absence de culture politique, l'absence de culture démocratique, l'absence d'une construction totale. Maintenant, les gens sont tellement assoiffés de liberté qu'on trouve tous les jours, un mouvement politique nouveau. Ce qu'on appelle les militants politiques nos chakas. Tous les jours, il y a de nouveaux. De groupes de pression, etc., etc. La situation politique en Égypte ne peut se régler en dehors du droit, ni avec la violence. Ce sont 2 degrés. En dehors du droit, je veux dire par là, au détriment de l'aide de droit. Qu'est-ce que la règle de droit? La règle de droit, c'est tout simplement, c'est un projet solide, fondé sur l'idée de justice. Fondé sur l'idée de justice. Peut-être que je ne sais pas comment définir le droit, mais je sais ce que c'est une société sans le droit. Toute proposition intermédiaire a rencontré un rejet d'État. Et puis, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est exactement la traduction de ce qui s'est passé en Égypte depuis 2 ans. Discréditer mon adversaire. C'est exactement l'arme de toute esprit. Je discrédite l'adversaire. Je le démolis. Je le traîne dans la boue. Voilà les armes. Je ne sais pas comment qualifier ça moralement. Je vous laisse faire. Mais il s'agit simplement d'avoir exactement le même sens du patriotisme que n'importe qui ici. C'est-à-dire tout ce que nous demandons de respecter un tout petit peu le règle de droit et répondre aux attentes des gens. C'est tout ce que nous avons voulu.